recommence, pardonnez-moi. Le temps est compté, je suis désolée. Bonjour, bonjour encore à toutes et à tous. On va vous laisser vous installer tranquillement. Il y a aussi de la place à côté. Nous avons le plaisir d'accueillir Marcel Ruffo et c'est Israël Nizan qui va animer avec lui cette rencontre qui va être passionnante, vous allez voir. Merci Marcel d'avoir accepté à nouveau notre invitation, mais je dois te confesser que nous nous sentions un peu obligés de t'inviter vu ta cote à Strasbourg. Donc j'espère que tu as un gilet pare-balles, que tout le monde va t'entourer gentiment, mais c'est un peu l'ambiance du Forum européen de bioéthique. Il y a une deuxième salle et même une troisième salle disponible un peu plus loin, mais là, à nouveau, nous sommes un peu débordés par votre engouement et je dois dire que c'est un petit peu une chance pour nous. Marcel, nous avons une petite heure à passer avec toi autour de ta personne, autour du médecin et du scientifique et autour du penseur. Et donc, nous essaierons de donner un tout petit peu la parole au public. J'en profite toujours un tout petit peu dans cette partie organisation. J'avais annoncé qu'on faisait ici, que Jean-Louis Mandel, notre président du forum, allait faire un rappel de ce qui a été dit dans Art et dépression. Je vous propose de le faire au début de la séance prochaine, c'est-à-dire à 16 h, de laisser la parole à Jean-Louis qui est ici présent pour reprendre brièvement ce que beaucoup de gens auraient voulu voir et que malheureusement nous avions prévu dans un lieu trop petit, le musée Tommy Ungerer. Marcel, tu es un conteur et tu es un homme de cœur, mais en même temps tu es un pédagogue exceptionnel. J'aurais voulu d'abord te poser la première question. De quelle famille es-tu originaire? Est-ce que la famille dont tu es issu t'aurait permis de devenir médecin? Alors d'abord, je te remercie, ainsi que les organisateurs, de me permettre encore une fois dans cette belle salle et je réponds à ta question. Tout le monde n'a pas la chance d'être d'origine modeste. Et en fait, c'est mon cas. Je suis issu d'une famille de migrants, d'émigrants de Ligurie pour la partie maternelle, c'est-à-dire une immigration vraiment voisine, quoi. Et Cavada, qui a écrit Les Rital, disait bien que son père disait en parlant du pays d'émigration, le pays où on est content de venir, c'est celui qui nous permet de manger. Donc on est bien d'accord que tous les migrants imaginent des tas de raisons extrêmement glorieuses à partir. Et en fait, les migrants partent parce qu'ils sont malheureux. Ils partent parce qu'ils sont malheureux et qu'ils imaginent dans un autre endroit quelque chose de possible. On le voit bien avec les drames répétés de Lampedusa. On se demande pourquoi tous ces gens se noient. Ils se noient parce que la vie n'est pas possible à l'endroit où ils vivent et ils imaginent comme ça une autre vie. Alors moi quand même dans cette émigration, un personnage apparaît vraiment de manière emblématique, c'est ma seule grand-mère, Eugénie. Ou Eugénia en fait, parce que ces migrants étaient assez incroyables. Ils changeaient tous leur prénom. Francesco s'appelait François. Giovanni, Jean, ils se francisaient pour pouvoir réussir leur intégration. Mais c'est ma grand-mère qui est née en 1896 qui a décidé d'émigrer et comme toujours dans ces migrants, d'amener avec elle après les gens non seulement de sa famille mais aussi les voisins. Les Corses disent quelque chose d'assez merveilleux pour bien vous faire comprendre ce propos. Ils disent en Corse « I vicini son cugini », les voisins sont des cousins. C'est-à-dire que la proximité d'habitation, et y compris dans les difficultés, crée comme ça une familiarité extrêmement particulière. Et donc, moi je suis issu de cette famille modeste qui vendait sur les marchés, qui vendait des légumes, des fruits et des légumes. Une de mes tantes a émigré avec un âne, et comme elle était célibataire et qu'elle avait eu un enfant, on se demandait toujours si l'âne n'était pas le géniteur, je parle au gynéco. Et donc, on avait une sorte de... Sur les marchés, dans le marché,
toute ma famille était du début du marché jusqu'au port, accumulée comme ça. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais sous les tréteaux et je partais comme ça jusqu'au port, jusque vers la mer pour rêver à des destinations incroyables. Et donc j'étais comme ça au milieu des marchés. J'ai appris à lire et à écrire sur les ardoises où ils marquaient les prix et les noms des légumes et des fruits. Et donc, véritablement, j'ai une enfance modeste absolument géniale, quoi. Mais faite aussi de contacts. Il y avait les gens qui achetaient les melons, les gens qui achetaient les artichauts, les fenouils. Et donc, j'étais toujours dans cet échange permanent de, voilà, 1 kilo, 1,5 kg, et ainsi de suite. Mais, très rapidement, j'ai été interdit de jouer à la marchande, puisqu'en ce moment, le genre déchaîne les passions. Donc moi, je devais effectivement jouer à la marchande, on était d'accord, pour m'identifier aux revendeuses qui étaient de ma famille. Et j'étais exclu de ce jeu pour des raisons très singulières, c'est que j'ai été extraordinairement protégé par mon bilinguisme. Je vous explique. On est en 1950, 1949-1950. Je rentre en CP, en cours préparatoire, en 11e. Je ne suis jamais allé à l'école maternelle que je défends toujours. J'étais sur les marchés. L'été, j'étais placé en Italie. Parce que sur le marché, c'était difficile, c'était le moment où mes parents travaillaient le plus. Et donc, je restais des mois entiers en Italie. Et quand j'arrive en CP, je suis... la mia mente è italiana, je pense en italien. Et donc, une institutrice, dont je me souviens évidemment le nom et la forme, Madame Rouen, donc déjà Rouen, le sud exotique, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement curieux, avec des énormes seins, ça je me rappelle aussi, blonde, donc triple exotisme, s'approche de moi et me pose une question, je suis terrorisé, je réponds pas, et elle me fait tester. Elle dit, il est sourd ou idiot? La psychologue, et Dieu sait si je bénis les psychologues, et je les bénirai le reste de mes jours, dit que je suis pas sourd, ça c'était facile, et elle ajoute surtout, écoutez bien, non, et en plus il n'est pas idiot, il est même plutôt intelligent. Étant plutôt intelligent, l'institutrice en question, horriblement culpabilisée, ne s'occupe que de moi, et prix d'excellence à la fin de l'année, et hop, carrière bleu de France. Vous voyez comme quoi un handicap de bilinguisme, enfin, je trouve le bilinguisme extrêmement favorable pour la pensée, pour le jeu psychique, pour justement les neurones, pour le fait que deux langues comme ça active plus de zones dans le cerveau, m'a protégé. Donc mon origine modeste m'a protégé, et après par contre j'ai été interdit de jeu au marché, puisque ma carrière pour cette famille de migrants était de réussir ce dont ils rêvaient de réussir. Et donc, voilà mes origines. Avec un petit détail pour te donner bien un concept qui me lie toujours à l'Éligurie. Quand je partais à la fin de l'été, Etia, une de mes cousines, trouvait un morceau de vitre cassé avec le vent, avec le libeccio, etc., avec le coup de vent d'est. On habitait dans un carruggio, c'est-à-dire une impasse sur le bord de mer. Et le carruggio, par coup de vent d'est, était rempli de sable. On creusait le sable au fond, dans un angle de l'endroit qui allait à la maison. On mettait une image qu'on trouvait sur Domenica del Corriere, un truc horrible, un enfant qui tombe d'un train, un lion qui dévore un passant, enfin des choses très sympathiques. On couvrait ça avec la vitre, on recouvrait de sable. Et l'année d'après, quand je revenais, je découvrais le sable pour faire un lien avec le moment passé de ces vacances et que je retrouvais. Et donc, encore une fois, tout le monde n'a pas la chance d'être d'origine modeste. Alors, pourquoi médecin? Alors, ça, j'ai eu une primo-infection tuberculeuse. Dans ces milieux modestes, on est souvent malade. Mon père, à la fin de ses jours, m'a dit qu'il avait un frère et une sœur dont il ne m'avait jamais parlé, qui étaient morts dans la première année de toxicose, déshydratation aiguë du nourrisson et de méningite. Donc je ne savais pas qu'il n'était pas l'aîné. 2 enfants étaient morts avant lui. Et moi, à 8 mois, je me mets à tousser, je maigris, je suis un peu pâle, je mange plus très bien, et à ce moment-là, on voit un médecin près de chez moi qui dit que j'ai la coqueluche, on sait comme ça commence, on ne sait pas comme ça finit. Ma grand-mère, donc, dit on va aller voir un pédiatre, ce qui à l'époque était insensé, compte tenu de mon niveau social. On voit un pédiatre, il me fait un examen moderne, une radioscopie. Il voit que j'ai un énorme ganglion trachéolatéral droit, avec les risques qu'il décrit d'effraction dans la branche souche droite, noyade, miliaire tuberculeuse ou pire, méningite tuberculeuse ou localisation osseuse, et il dit cet enfant a une tuberculose. Ma grand-mère réagit violemment en disant docteur, vous êtes grossier, il n'y a pas de tuberculeux dans la famille. Et qu'est-ce qu'elles font? Avec ma mère, elle décide que je change d'air,
Elle m'amène à Colobrières, c'est à 30 km de la ville où j'habitais, donc je change d'air. Et pendant 8 mois, elle s'occupe de moi, ce qui est excellent pour l'interaction de nourrissons. Et donc je suis comme ça baigné dans l'attention soutenue de ma mère et de ma grand-mère. Je guéris, je calcifie mon ganglion et je pars comme ça vers une carrière. Alors, cette question, on me l'a reposée, c'était pas à Strasbourg, ça a failli être à Strasbourg, c'était un congrès de psychiatrie à Bordeaux. Je suis invité à une table qui me rend toujours fou de bonheur, quoi. Michel Soulet, Serge Lebovici et René Diatkine sont à une table et Lebovici me demande de venir avec eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un jeune psychiatre, de manger à cette table, quoi. C'est-à-dire toute la bibliographie, toutes les connaissances accumulées, tous ces pionniers qui ont fabriqué ma discipline. Alors je m'aperçois rapidement que je suis invité pour une seule raison, c'est que Serge Lebovici est au régime, qu'il y a un salmi de palombe, que Ruth, sa femme, ne veut pas qu'il le mange, et que dans le dos, je lui passe le salmi, quoi. Donc en fait, je suis un passeur de salmi de palombe. Je suis pas... Et donc je passe comme ça en fourbe, et à table, René Diatkine me pose la même question. Il me dit, pourquoi vous intéressez-vous autant aux enfants malades? Et je dis, je sais pas, parce que c'est intéressant, la psychologie médicale, etc. Puis après, dans la soirée, je raconte mon histoire, et René Diatkine me regarde et me dit, pourquoi vous intéressez-vous autant aux enfants malades? Voilà la réponse. Alors, j'ai lu dans un de tes livres que tu avais eu le bac grâce à la philo, parce que ta copie de maths était déplorable. Moi, je trouve ça plutôt sympa de voir qu'un bon médecin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été bon en philo. Est-ce que ça t'imprime un commentaire sur la manière dont aujourd'hui on sélectionne les futurs médecins? Alors, je crois que tant qu'on n'accepte pas en deuxième année 10 à 15% d'étudiants qui auraient fait Hippocagne et Cagne, par exemple, on n'aura plus de psychiatres à l'avenir en médecine, quoi. On n'aura que des techniciens sur ordinateur, des symptômes et des signes. Non, non. Je crois que dans la belle discipline qu'est la médecine, les sciences humaines peuvent être représentées par les disciplines, la tienne, la mienne, la pédiatrie, la cancérologie, la neurologie. Et moi, je vois le succès qu'ont les philosophes. Il y a un philosophe à Marseille qui enseigne en première année pour le fameux concours lors du concours le culture générale, et comment les étudiants sont passionnés, quoi. Je suis chargé, moi, à la fac de Marseille, actuellement, d'un truc qui s'appelle Ce soir à la fac. C'est-à-dire que j'ai 3-4 journées par an où on me donne le grand amphi de la fac de Marseille, et je fais venir des gens, et je demande à une année de médecine d'être les parrains de cette manifestation avec 5 invités. Leur père, leur grand-mère, leurs amis qui n'ont pas réussi le concours de première année, etc. Et on fait venir des gens, un journaliste, on fait venir Jean Leonetti sur justement l'éthique en médecine. Et le succès est complet, et surtout, ces étudiants en médecine qui paraissent un peu scientifiques posent des questions décisives sur le devenir, sur la relation malade-médecin, sur l'anxiété que leur procure leur métier. Non, non, tant qu'en médecine, on n'aura pas quelque chose de socratique, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre en médecine et qui a peur ne peut pas aller voir un aîné pour lui parler de la peur que lui fait la mort, justement, ou la survie, ou la réanimation. Tu sais, une autre histoire. Quand j'étais externe, je vais au bloc la première fois, je me repérais toute ma vie de ça, et à l'époque, les cancers du rectum étaient opérés par une technique lyonnaise qui s'appelait la technique Sergent. Sergent, c'était un évidement de tout. On avait 2 équipes, une équipe qui opérait le bas, le rectum, une équipe qui opérait le haut, donc le type mourait vraiment guéri, quoi. Il était vide, il était guéri, il mourait guéri. Et moi, quand je suis au bloc, je suis aux écarteurs, et un chef de clinique me dit, tiens, fais-lui l'appendicite. Et je dis, non, je ne sais pas, fais-lui, je te dis. Donc j'enlève l'appendicite à ce type, et je suis persuadé que je le tue, quoi. Je suis persuadé que je suis responsable de son issue fatale. Je vais le voir après l'intervention. Il souffrait beaucoup. Le truc de la douleur, la magnifique technique maintenant de soulager la douleur n'était pas à cette époque encore active. Je m'assois, c'est un type, un migrant, un ouvrier algérien qui travaillait dans la ville à Marseille. Je m'assois, il me dit « Tiens-moi la main, j'ai mal ». Il me serre la main avec, vous savez, la cale des ouvriers, des maçons, la cale dans le poignet des mains, je me rappelle encore, et il me serre la main et j'arrive pas à me détacher. Et quand j'essaie de me détacher, il me dit « Reste encore ». Et finalement, je m'endors à côté de lui en lui donnant la main. Le petit matin, il était mort, quoi. Et donc, vous voyez, je veux dire que ce traumatisme vécu de mettre en situation les étudiants en médecine dans des situations qui les débordent, sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité d'en discuter, c'est la base de toute l'importance des sciences humaines en médecine
comme le fait le président de l'Ouest et la doyenne de la fac de médecine d'Angers. Je crois que vraiment, un quota, vraiment, allez, 30% de sciences humaines en médecine, ça serait drôlement bien pour les médecins, d'autant qu'après, ils ne font que de l'humain, quoi. Une fois qu'ils ont des diplômes, ils ne s'intéressent qu'à ce qui est spécifique. Ce truc génial qui est en médecine, c'est que les gens te confient leur histoire. Et donc, tu te construis de manière narrative par rapport aux gens que tu rencontres. Et tu deviens ce que tu es par les gens qui te consultent, en quelque sorte. Moi, je discerne des diplômes de psychiatrie. Mais c'est les patients qui rendent de psychiatres, les psychiatres que je nomme, quoi. Alors, un de nos grands témoins qui était à cette table cette semaine nous a fait des indiscrétions à ton sujet, qui est un copain d'internat à toi, Jean-François Mattei. Ah oui. Et il nous a rappelé quelques petits souvenirs que je ne détaillerai pas devant tout le monde, de bringues d'internat. Et tu racontes un de ces souvenirs dans cet excellent livre « Grands-parents, à vous de jouer », où tu racontes qu'ayant pris une quantité trop importante d'alcool, tu n'osais pas rentrer à la maison et que tu es allé te réfugier chez ta grand-mère. Ouais. Alors cette grand-mère, elle a manifestement eu une très grande importance pour toi et j'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu. Alors, on va raconter cette cuite violente. Mattei, lui, était sobre. Hein. Il était plus dans la rigueur. Et qu'est-ce que tu fais là? Il était toujours en train de m'attaquer, de me culpabiliser. Donc, Mattei, c'était mon surmoi. Bon. Mattei était dans une rigueur, sans doute avec une maman qui s'en occupait. Ma mère était plus originale que la mère de Jean-François. Donc, enfin, en même temps, quand on était interne, on l'appelait le ministre. Comme quoi, tu vois, il y a des prémonitions. Ah ben. Ça, il m'a pas dit. Oui, mais ça, il ne le raconte pas. Et donc, l'idée, c'est que, donc, à une soirée à l'internat, je bois trop et je rentre chez moi. Et j'avais une maison un peu à la Pérec, c'est-à-dire qu'au premier étage, il y avait des marchands de tissus, Béard, donc qui vendaient des tissus. Au premier étage, il y avait des ouvriers de l'Arsenal de Toulon qui avaient gagné un tableau à une tombola et qui laissaient toujours la porte ouverte pour qu'on voit leur tableau, tu vois. Au deuxième étage, il y avait des gens qui étaient militaires et qui n'étaient jamais là. Au troisième étage, moi et mes parents. Au quatrième étage, Tata Nouri, une fille géniale qu'un banquier marseillais visitait de temps en temps et qui m'a donné un ex-voto de Bordeaux, encore, tiens, je reviens à Bordeaux, qui lui avait offert, puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Et au cinquième étage, cet incroyable génie qui avait surtout sur le balcon la Persa, qui est un origan de Portofino, un des 18 origans de Méditerranée, avec lequel on fait la poitrine de veau farci. Et une de mes cousines croyait qu'elle allait prendre la Perse à la mort de ma grand-mère. Tu imagines? Bon. Donc cette pauvre Odette croyait qu'elle était propriétaire de ça. Pauvre Odette. Bon. Et donc moi je monte et je vais dans une alcôve où dormait mon oncle qui était à Paris. Le jumeau de ma mère, qui est un autre de mes traumatismes, puisque ma mère était jumelle de mon oncle, il s'appelait Louis et Louise, on ne faisait pas dans le détail à cette époque. Hein. Bon. Et donc je ne comprenais pas toute mon enfance les liens très particuliers fraternels des jumeaux entre mon oncle et ma mère. Donc je me mets dans le lit de Louis et je fais un peu de bruit parce que ma grand-mère avait un satané porte-manteau que j'ai gardé, quoi, avec, vous savez, des sortes d'hameçons, une sorte inversée, quoi. Je me chope au porte-manteau, je fais tout tomber, quoi, et je vais me coucher, mais elle se réveille. Elle vient me voir, elle allume, tu vois, donc je prends le flash de la lumière dans la pipe. Alors je ferme les yeux, elle me dit, oh là là, tu es bistre. Je suis naturellement bistre, hein, je ressemble à une olive verte. Je dis oui, mais je suis toujours bistre. Elle me dit non, là tu es plus bistre que d'habitude. Vous vous rendez compte? 4 heures du matin, on te dit que tu es plus bistre que d'habitude. Déjà traumatique. Et puis elle me dit, fais voir un peu. Et elle se met à m'examiner. Je dis, je délire. Elle me regarde les yeux, tu vois. Je dis, elle va voir si que mes gamma GT ont augmenté. Et donc je suis assez perdu. Je dis, elle est pertinente. Et elle me dit, tu as les verts. Et j'entends vert. Vert. Je dis oui, j'ai un peu trop exagéré. Non, mais les verts, ça se soigne, elle me dit. Les verts. Les verts se soignent. Donc je suis perdu, je dis, je dois délirer. J'ai trop bu, vraiment, etc. Et elle s'en va. Mais elle n'éteint pas. Donc je titube, j'essaye d'éteindre, hop, elle est revenue. Donc je me recouche vite, quoi. Je voulais pas qu'elle voie que j'oscillais. Et elle arrive, cette chipie, avec un collier d'ail. Elle me dit, c'est bon pour les verts. Je dis, pardon? Et elle me colle un collier d'ail, tu vois. Je sais pas si vous imaginez l'ail sur la peau, quoi. De bon matin après une cuite, quoi. Et elle me dit, maintenant tu peux dormir, ça va te guérir. Donc je me lève,
j'en pouvais plus, je pouvais plus garder le collier d'ail, quoi. Je vais à la cuisine, elle avait préparé un café, elle me dit « C'est bon aussi pour ce que tu as du café noir sans sucre. » Génial grand-mère, quoi. Alors, on va profiter quand même de ta présence pour te poser des questions un peu plus graves et connaître ta position sur des grands sujets qui nous animent aujourd'hui et qui sont en connexion avec ce dont on parle depuis le début de la semaine. Marcel Ruffo, faut-il libéraliser en France la distribution du cannabis? Alors, bon, le cannabis, surtout à Marseille, c'est à peu près 100% des ados. Allez, disons 90% pour les quelques matéis qui traînent. Bon. mais donc, c'est 100% des ados. Heureusement que ça ne fait rien. Ça les rend un peu plus mous, un peu plus idiots que d'habitude. Ils ricanent en te regardant avec des yeux glauques. Bon. C'est-à-dire qu'ils sont abrutis. Quand tu veux être abruti, tu fumes du hashish. Et donc, en quelque sorte, ça leur fait rien du tout. Ça les ensuque un peu. Mais il y a aussi chez les adolescents 15% d'ados vulnérables. Et là, par contre, le hashish, s'il tombe dans le piège répétitif du hashish, peut ouvrir les voies de troubles de la personnalité qui se seraient peut-être révélés ou pas, ou en tout cas moins vite. Et donc, si vous me dites, ton ado est invulnérable, il n'a qu'à fumer du hashish. Mais qui sait que son ado est vulnérable ou pas? Qui le sait? Alors que quand ils sont petits, ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt dans l'idéalisation des images parentales. Brutalement, à l'adolescence, on vieillit et ils nous repoussent. Mais ils nous repoussent et là on s'aperçoit de certaines vulnérabilités que l'on n'avait pas vues lorsqu'ils étaient enfants. Et pour cela, le hashish est d'un redoutable danger. Je vous raconte une histoire. Je vois l'autre jour le petit-fils d'un de mes amis intimes qui est décédé, qui est un grand philosophe, pour lequel j'ai une grande admiration posthume. Et ce garçon, qui habite maintenant avec ses parents à Montpellier, vient me voir parce que c'est un gros fumeur de cannabis, 10 pétards par jour. Donc c'est pas le truc festif, ah c'est du marocain, c'est du bon, c'est pas ça. C'est je fume pour aller au collège, je fume pour me déplacer, je fume pour être bien. Je suis lié, j'ai un lien au produit parce que je ne peux pas fonctionner sans le produit. Et il me dit un truc très curieux, c'est en plein dans le registre de tes journées, il me dit, je viens pour que vous me fassiez un IRM cérébral parce que j'ai quelque chose dans le cerveau. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu as dans le cerveau puisque tu poses un diagnostic? Il me dit, j'ai une puce qu'une organisation a placée pour gouverner le monde et ils vont placer ces puces dans le monde entier. Alors je dis, non, tu n'auras pas d'IRM mais tu vas être hospitalisé pour qu'on te donne des produits, des neuroleptiques, pour qu'on évite ça et que surtout on dise que pour toi le hashish c'est très dangereux puisque tu vois, tu as des thèmes paranoïaques, de complot, etc. qui n'existent pas. Et le gosse se cabre. Il ne comprend pas et il avait la photo sur le t-shirt, la photo de son grand-père. Et donc j'étais très ému de voir cet homme que j'ai profondément aimé et qui m'a beaucoup apporté et ce gosse aussi dégradé par le hashish. Donc non, il ne faut pas libéraliser le hashish. Il ne faut pas libéraliser le hashish. Tu veux dire par là que c'est pas la maladie mentale qui peut pousser un enfant à apprécier les paradis artificiels, mais que les drogues comme le hashish peuvent dégrader mentalement et rendre malade un enfant. Moi, je vais même te dire mieux, un jour ou l'autre, en psychiatrie, on utilisera le hashish comme révélateur thérapeutique. De temps en temps, on mettra certains enfants fragiles au hashish pour voir jusqu'où ils peuvent tenir ou décompenser. C'est un peu comme le cardiazole et l'épilepsie, quoi. D'aller jusqu'à une certaine dose pour que l'épilepsie apparaisse ou non à un seuil. Non, moi je crois que... Et en plus, les vulnérables vont utiliser ce produit pour ne pas voir leurs difficultés. Le hashish, encore une fois, ça t'ensuque. Ça te met entre deux. Quand tu as des problèmes, tu fumes. Mais le problème, c'est que c'est bien d'avoir des problèmes. Et je suis complètement contre toutes ces théories du bonheur. Il faut être malheureux pour être heureux. Et donc je crois que le malheur est extrêmement respectable, les difficultés sont respectables, mais si on n'aborde pas les difficultés, on tombe dans l'artificiel, dans la drogue, dans l'échappement. C'est pareil, je te signale que je dis hashish, je dis pareil avec les antidépresseurs, je dis pareil avec le Prozac, je dis pareil avec le Xanax. Hein. Je dis c'est des cames légales, c'est des produits légaux. Quand on sait que 91% des neuroleptiques sont prescrits par les généralistes, est-ce que moi, j'opère l'hernie inguinale? Je veux dire qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ces drogues légales et on est en tête en France de la consommation des antidépresseurs. C'est une pure imbécilité. Tout à l'heure, il y avait une question sur l'anorexie.
où j'avais envie de répondre. Non, non, les anorexiques n'ont pas un tracé plat, du tout. Ça n'existe pas. Elles ont un tracé comme vous et moi, avec des pointons de temps en temps, lorsqu'elles sont un peu au seuil de leur résistance. Quand elles se disputent avec un psychiatre qui veut les faire manger, elles sont même capables de formes épileptogènes non réelles. Donc le cerveau réagit comme un organe conflictuel, quoi. Mais par exemple, l'histoire des anorexiques, une anorexique alternante avec anorexie-boulimie, tu leur donnes des antidépresseurs, le suicide augmente. Parce qu'une fois qu'elles grossissent, elles se dégoûtent et elles sautent par la fenêtre ou elles se précipitent sur un engin. Et alors que dans les formes froides, à la limite, l'antidépresseur peut être envisagé. Mais c'est une confusion des psychiatres qui traitent ces sujets de croire qu'elles sont déprimées. Elles ne sont pas déprimées, c'est l'anorexie qui les déprime. C'est pas le primo movens de la dépression, c'est qu'elles deviennent déprimées, qu'elles se sentent saisies par la maladie, qu'elles n'arrivent plus à maîtriser et que leur manipulation vis-à-vis des parents échoue. Tant qu'elles manipulent, elles sont vivantes. Vous voyez, c'est ça le jeu. Donc les CAM, les médicaments sont détestables par rapport au sujet, quoi. Un sujet qui souffre est plus respectable qu'un sujet qui est éteint, quoi. Et c'est tout le problème d'ailleurs des fins de vie. Un de mes cousins est mort là récemment d'un cancer du pancréas à 43 ans en Toscane. Et il a lutté tant qu'il a pu sur cette saleté de maladie. Et puis il est dans un lieu de fin de vie. Et là, il a des produits. Et je lui téléphone, c'est la dernière fois où je lui téléphone, et il me dit, tu sais, je fais très bien, c'est un jardin entoure l'établissement, et j'entends les oiseaux, je n'ai plus mal. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord pour ce type de produit. Hashish en fin de vie, allez. Hashish et cancérologie, pourquoi pas. Mais hashish au bureau de tabac, pour des revenus comme certains États américains scandaleux, pour des revenus pour le fric, pour toucher du fric, pour que ça rapporte du fric, et qu'en même temps on devienne des dealers d'État pour un produit dangereux, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Alors, on a débattu tout à l'heure dans la table ronde précédente de ce rapport de l'INSERM concernant les enfants de 3 ans qui cherchait à les évaluer et à proposer dans un cadre de prédiction et même de prévention les troubles du comportement, voire la délinquance. Et ça me permet de te questionner tout d'abord sur ton histoire et sur ta carrière. Est-ce que, Marcel Ruffo, tu as vu le degré de maladie mentale et de sécurité en matière de santé psychique des enfants se dégrader au fil des années de ta carrière? En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui les enfants vont plus mal qu'il y a 30 ans? Un psychiatre me disait qu'on avait aujourd'hui dans les salles d'attente des enfants de 3 ans que plus personne n'était capable de maîtriser, chose qui n'existait pas auparavant, qu'il y avait beaucoup plus de délinquance chez les 10 à 13 ans et de la délinquance est extrêmement violente. Donc ma question c'est, est-ce que tu estimes qu'effectivement notre jeunesse va plus mal qu'il y a 30-40 ans? Non, non, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. On était drôlement plus mal avant, quoi. On était drôlement plus mal avant. L'extraordinaire différence de notre temps, c'est un changement d'abord de ce qu'est l'enfant, la conception de l'enfant, la parole de l'enfant, le droit de l'enfant, le respect de l'enfant, la richesse que représente l'enfant, et en même temps les parents qui ont changé de manière radicale. Les parents d'aujourd'hui cherchent à comprendre, avant ils éduquaient. Donc les troubles, les manifestations si le trouble des conduites étaient maîtrisés par la rigueur éducative. Mais n'empêche que le malaise de soi, l'estime de soi, le narcissisme, ce qu'on pouvait se représenter comme avenir, étaient sans doute beaucoup plus attaqués. Je crois vraiment que les enfants d'aujourd'hui sont en progrès à tous les niveaux et que s'il y a des manifestations parfois difficiles chez les enfants de 3 ans, c'est qu'avant ils étaient placés comme des arriérations, placés dans des lieux d'exclusion. Si je me rappelle ma carrière, il y avait des capharnaïms d'enfants de toutes catégories dans les services de pédopsychiatrie hospitaliers de l'époque. On mélangeait tout. Le cas social avec le trouble des conduites, l'enfant issu de gens défavorisés socioculturellement, l'autiste, le psychotique, les troubles neurologiques, tout était mélangé, quoi. Et on ne peut pas dire sur les adolescents, par exemple, dont on traite tellement maintenant avec l'augmentation, la fréquence des pathologies précoces et la durée interminable de l'adolescence. Mais on ne parle jamais que 85% des adolescents de notre pays vont très bien, quoi. 85%.
et que ceux-là sont extrêmement étonnés de nos inquiétudes. Quand on étudie les réponses, 80% des parents s'inquiètent sur l'avenir des adolescents, 80% des adolescents sont sécures par rapport à leur avenir. Donc vous voyez, la différence est là. C'est qu'à un moment donné, les parents n'ont plus maîtrise sur leurs enfants. Être parent, c'est croire qu'on est parent toujours. On est parent toujours dans la tête, dans l'affection, mais on n'est pas parent dans le quotidien, dans la commensalité, dans l'organisation des vies. À un moment donné, il faut aussi que être parent, c'est savoir perdre même la relation, ce qu'on rêve avec son enfant, avec toujours l'enfant imaginaire qu'on a cru avoir et qui n'est pas l'enfant réel qu'il est devenu. Quelque chose un trouble de l'adéquation entre l'enfant et ses parents, quoi, qui sans arrêt pensent au temps béni de l'enfance, au temps où les parents étaient des emblèmes magiques d'identification, et puis après qui sont devenus simplement des parents, quoi. Et je trouve que ce pessimisme français est assez redoutable quand on dit que les adolescents du Rwanda sont plus optimistes sur leur avenir que les adolescents français. Purée, c'est quand même drôle. On est un drôle de pays. Et puis, il y a aussi le fait de certains psys un peu tristes. Pour faire ce métier, cette discipline, il ne faut pas être triste. Si tu es effondré quand tu vois quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir et tu dis « Oh là, ce qu'on dit, c'est terrible », tu l'aggraves. Tu ne peux pas t'effondrer devant quelqu'un qui t'est effondré. Il faut quand même que tu relances les choses, que tu relances le jeu psychique, que tu trouves quelque chose, même si c'est faux. L'autre jour, je vois un adolescent très compliqué. Et je patauge, quoi. Je comprends rien. Alors je lui pose des questions, je fais des bordures, il me sourit, il va dire « Restons sur le sujet », il me dit « Ça va ». Essaye de maîtriser la consultation et ça n'avance pas. Et donc au bout de 3 quarts d'heure, je dis « Bon écoute, il faut qu'on se revoie, ton cas est vraiment intéressant et en même temps compliqué pour moi ». Alors il me dit « Compliqué pour vous ?» Je dis « Oui, très compliqué. On m'avait dit pourtant qu'il fallait que je vienne vous voir. » Je dis « Oui, d'accord, on te l'a dit, mais moi je te dis que c'est compliqué. » Et j'essaye de le pousser dehors, j'en ai marre, quoi, tu vois. Je comprends rien, il me montre que je comprends rien, c'est pas sympa. Et finalement, il sort, en haussant les épaules, avec ses parents un peu dépités. « Bon, monsieur, on reprend rendez-vous, reprenez rendez-vous. » Et les parents disent « Tu vois, il a dit qu'il voulait te revoir, à quoi ça sert ?» Il dit, tu vois, donc vraiment une consultation ratée, quoi. Et après, je vois une urétique qui pisse, je vais le guérir en 3 séances. Hop, j'ai été relancé, tu vois. Le pipi au lit, l'encoprésie, tout ça, je guéris, je suis déchaîné. Je dis à toi, tu vas guérir. J'ai chopé l'autre avec plus de fureur. Toi, tu vas guérir maintenant, j'en ai marre, l'autre, bon. Et puis je rentre chez moi. Et je monte par une jolie route, la Gineste, peinte par Guigou au musée d'Orsay. Puis un beau coucher de soleil, je regarde. Et puis tac, je pense à cet ado. Je me gare. J'appelle ma secrétaire et amie, quoi. Je dis, donne-moi vite le numéro de téléphone de ce gosse. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, rentre chez toi maintenant, il est tard. Je dis, non, donne-moi le numéro. Je l'appelle. Parce que j'avais compris quelque chose qu'il m'avait dit. Je dis, écoute, je viens de comprendre vraiment quelque chose te concernant et je voulais le partager avec toi. Et il me répond, mais tu as mis le temps, quoi. Donc ils vont bien, quoi. Puisqu'il est en consultation en pédopsychiatrie. Le psychiatre comprend rien, moi. Et puis quand je comprends, il me dit, j'ai mis le temps. C'est pas mal. Je trouve pour un gosse défaillant, méritant une consultation, je trouve qu'il se défend bien. Et quand je le reverrai, comptez sur moi pour cette fois plus le cadrer. Mais ils se tatouent, ils se trouent, ils se font des scarifications, toutes choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et oui, mais avant on avait mal partout. Maintenant, on veut devenir propriétaire de sa douleur. On se scarifie pour être au moins propriétaire de sa douleur. J'ai mal et ça, c'est à moi. Je suis tellement mal que je m'entaille jusqu'au derme, histoire que ma douleur soit ma propriété. Je suis mal parce que je ne peux pas être mal autrement. Au moins, j'incorpore dans mon corps ma douleur d'être, quoi. Je me coupe parce que j'ai pas d'avenir et que j'arrive pas à m'anticiper. Je me démolis parce que je veux exister. C'est un dernier appel d'être traité, d'être accompagné. Vraiment, les scarifications, il y a des épidémies. Il y a quelques années, dans mon service, il y a une gosse très, très compliquée, très théâtrale, qui se scarifie, mais pas trop, tu vois. Comme toujours, les théâtreux se font mal, mais sans souffrir. C'est-à-dire, elle se coupe et elle fait « Ah, je saigne !» Malheureusement, il y avait 2 ou 3 schizophrènes, 5 ou 6 anorexiques, un cas sociaux, qui eux se scarifient, tu vois, par contamination. Et les schizos, ils vont au bout. Les schizos, ils vont au derme, quoi. L'anorexique, elle s'enlève de la peau, histoire de maigrir un peu. Et le cas social, et il se dit, ah, enfin, on va pouvoir se suicider dans ce service, c'est un vrai service, ouais. Donc, la scarification, c'est pas le sujet. Un des drames, ce serait de croire qu'on devient une scarification.
la scarification a un sens, quoi, et a un sens de souffrance et de retour sur soi de la souffrance intime. Alors, j'aimerais arriver aux grands-parents et au rôle des grands-parents. Nous sommes quand même dans une société où, on le rappelait tout à l'heure, on a de moins en moins de temps et où on confie souvent nos enfants aux écrans, à la télé, un peu pour s'en débarrasser. Et très clairement... c'est mieux que les écrans, c'est mieux que la Ritaline, hein, ça les calme plus. Hein. T'as un enfant agité, tu lui files un truc, tac, il s'arrête. Hein. Après, il ne bouge plus, mais après, il faut le sortir de là. Et tu reprends et il recommence à bouger. Donc, Ritaline, peut-être, je sais pas. Enfin, il faut peut-être échanger écran et Ritaline. Mais déjà, ces écrans, quand même, sont assez géniaux. Par exemple, imaginez des tablettes en CP pour que les enfants... Et puis, quand même, on parle toujours d'égalité des chances. Mais avoir une bibliothèque sur écran quand on a des parents, justement, du milieu modeste, c'est quand même une égalisation des chances. C'est-à-dire que l'enfant va partir se promener sur la toile. Il y a le copier-coller. Mais les couillons seront toujours des couillons, donc ils copient. Et puis, il y a ceux qui vont aussi aller surfer, se promener, aller découvrir d'autres choses sur le monde énorme de la toile. Et il y a aussi, entre adolescents, une vraie solidarité sur la toile, des vraies tendances de co-thérapie, de soutien par le net. On sait aussi qu'un adolescent qui a beaucoup d'amis virtuels aura plus d'amis réels. Et puis les inhibitions, les timides, on trouvait là un moyen d'être moins, quoi. Donc bien sûr, il y a le prédateur, il y a le pervers, le couillon qui dit qu'il a son âge et alors qu'il a 60 ans, etc. D'accord, il y a ça aussi. Mais les pervers sont aussi à la sortie des écoles, ils sont sur la toile, ils sont partout, ils sont dans la rue. Et simplement, c'est dans le fond, quelque part, c'est un anti-Père Noël, quoi. Regardez, le Père Noël quand même, qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Quelqu'un va venir par la cheminée. On dormira et on n'entendra pas. Il déposera des cadeaux puis il repartira. Maintenant, je vous propose une autre solution. Quelqu'un va rentrer dans la maison, il va prendre ce qu'il veut, on n'entendra pas. Phobie absolue. Mais le Père Noël, non, on est d'accord, et as les parents qui dorment, etc. Et là, c'est un anti-Père Noël parce que sur la toile, il rentre dans la maison, il rentre chez nous de manière facile. Et donc cette irruption dans notre intimité, dans notre fermeture de maison qui fait peur aux parents. Mais je crois que les enfants... quand tu vois quand même un petit garçon, une petite fille de 2 ans qui fait ça, quand il voit une photo, tu t'aperçois de leur brio. Puis de toute façon, ils ont un brio incroyable. Quand tu as un problème avec l'informatique, tu demandes à un ado, tu peux m'aider? Et même, moi je dis même mieux, les adolescents hospitalisés vont aller dans des maisons de retraite pour aider les gens en maison de retraite à se servir de l'outil de l'informatique pour avoir communiqué avec leurs enfants loin ou ceux qu'ils ont placés. Vous voyez, il y a tout un avantage, les avantages sont majeurs, quoi. Et moi je suis un vrai fan de ça pour les adolescents. Pour moi, ma secrétaire m'a mis dans une infirmité informatique pour garder le pouvoir sur moi. Non, pour moi, moi je suis infirme, mais elle, non. Quand les parents perdent le contrôle sur leurs ados et que leurs ados leur donnent trop d'angoisse, qu'est-ce qui est mieux, l'internat ou les grands-parents? Alors, l'internat chez les grands-parents. C'est évident. Attends, regarde ça. Regarde la richesse de notre pays, quoi. La richesse incroyable de notre pays. Tu as par exemple tous les anciens instituteurs et institutrices à la retraite. Tu leur demandes quelque chose de très simple. Tu dis, pour les enfants, les 15 à 25% qui arrivent au collège en 6e sans avoir maîtrisé les fondamentaux, la lecture, l'écriture, etc. Tu donnes, pour enfants en difficulté, un instit 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Et on verra au bout d'1 an les progrès de ces adolescents. Le collège unique, c'est une loufoquerie. C'est une loufoquerie. C'est un vœu pieux. C'est un credo laïque, quoi, mais ça n'existe pas. Alors que si tu dis à chaque enfant en difficulté, un enseignant pour lui, 4 heures par semaine, 1 heure supplémentaire, etc., et tu les remets au travail, les instituts à la retraite, ceux qui veulent évidemment. Et on verra après une évaluation nationale des progrès à partir de la 5e. Combien de choses seront récupérées grâce à la force des enseignants? Alors maintenant, je réponds à ta question. Un enfant qui ne travaille pas, sa grand-mère était institutrice, orthophoniste, psychologue, tout ce que tu veux, historienne, cuisinière, couturière, marchande de légumes, et de grand-père, menuisier, ouvrier, marin. Bon, et il fait suer tout le monde. Il fait ça,
il sniffe, il rentre plus le soir, il a une phobie scolaire, il décroche. Eh bien, tu le mets dans la rigueur du... En plus, bon, honnêtement, parfois, on a aussi des adolescences qu'on mérite, quoi. On est une vraie fabrique d'adolescence en notre temps. Parce qu'on est tous très jeunes, quoi. Plus personne vieillit. Il y a un truc avec la vieillesse, plus personne vieillit. Donc comme plus personne n'est vieux, tout le monde est ado, quoi. Et les ados sont en concurrence avec ces ados vieux qui sont trop vieux pour eux. Donc, et alors tu les mets chez des vrais vieux, les grands-parents. Sans sexualité, sans image emblématique. Pas Jeanne Fonda. Si tu as Jeanne Fonda comme grand-mère, tu les mets pas. Ça crée de l'érotine. Non, tu les mets chez des vrais vieux, avec des habitudes. Voilà, on dit bonjour quand on rentre. Tu salues ta grand-mère, tu dis que c'est bon le plat même si c'est mauvais. Des trucs aussi bêtes que ça. Il va être guéri. Tu vas voir le psy quand il le revoit. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et je crois que ce placement en internat permet aussi de casser le conflit, quoi. Par exemple, si on peut déplacer toute la Centrafrique dans le sud-est de la France, on ira mieux. Tu déplaces une communauté entière, tu n'auras plus de problème de communauté. C'est tout le problème de combat par proximité. Pro-chiite, pro-chrétien au Liban, comment tu veux faire? Tu peux pas raisonner ça. Et parfois, les adolescents sont vraiment en situation libanaise. C'est le Liban à domicile. Et donc, c'est pour ça que les grands-parents, c'est l'ONU, quoi. Hop, Marcel Ruffo, je sais que tu es un laïc, mais tu as une manière intéressante de parler de la religion. Marcel Ruffo et la religion. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que les religions, alors il y a les religions monothéiques et puis les autres. Alors moi j'ai par exemple un de mes collaborateurs et amis qui est animiste, c'est le premier pédopsychiatre des Comores. Donc j'essaie de faire des progrès mais c'est compliqué. L'animisme, la grande chaudière dans laquelle... Alors la chaudière, moi je le prends pour un cannibale. Alors je lui dis vous êtes un cannibale, quelle chaudière? Donc il rit de ça. Mais sur les religions monothéistes, honnêtement, sont les mêmes, quoi. Il y a la religion hébraïque, la plus compliquée, la plus raffinée, puis après un peu moins compliqué, le catholicisme, et puis un peu plus simple, l'islam. Mais c'est les mêmes. C'est tolérance, message divin, respect de l'autre, accordage et tolérance sont les mêmes religions. Et alors, si on sait que 90% des adolescents adhèrent à la religion de leurs parents et 90% aux partis politiques, on s'aperçoit que le changement, c'est 10%, c'est ceux qui migrent, parce que sinon, tu as toujours les mêmes élus aux mêmes places. Et la religion, moi je trouve que, honnêtement, c'est une belle histoire. J'étais, par exemple, très très copain, je suis toujours très très copain avec Sion Citruc, dont le frère était grand rabbin, Jo Citruc. Et donc j'allais au Ganami. Alors j'allais au Ganami voir des gosses en difficulté. Le Ganami, c'est l'histoire de scolarité précoce, de 2 à 3 ans. Donc des gosses petits. J'avais été épaté parce que c'était quoi? Tu avais des filles pas très formées avec des grandes baguettes. Et elles montraient des lettres de l'alphabet hébreu. Et là, il y a un gosse qui choisissait une lettre, un dessin. Je choisissais pas une lettre, je choisissais un dessin. La fille prenait la Torah et racontait sur la lettre, avec une lettre commençante, une histoire de la Torah qu'elle répétait ensuite sans cesse à l'enfant quand il avait choisi la lettre. C'est génial. Regarde, on apprend à lire en commençant à écrire. On fait le rond à 3 ans, et puis après, on commence après à lire. On commence à écrire pour apprendre à lire. Donc le signe est reconnu, l'histoire est racontée, l'histoire est répétée, et c'est un modèle. Donc, et les histoires des religions, les contes des religions, les paraboles, la vie du Christ, l'histoire de Mahomet, etc., tout ça sont des histoires répétées qui conviennent tout à fait aux enfants. D'ailleurs, les religions monothéiques ne se sont pas trompées. L'enseignement à 6 ans, avec les particularités de circoncision avant, ou la bar mitzvah ou la communion solennelle, mais ça ressemble. Ça ressemble. Le ramadan et le carême, l'histoire hébraïque de tout ce qui est le blé avec Pessah, et d'un coup après on se jette sur le blé une fois qu'on a été privé, qu'on a tout nettoyé, c'est toujours frustration et amélioration. Et donc moi je trouve que ces religions monothéiques, les religions en tout cas, représentent ce qu'il y a le plus d'humain chez l'homme. Les laïcs sont extrêmement religieux sur la laïcité, donc je suis. Touchez pas à la laïcité, c'est exactement une croisade, c'est comme une défense d'une religion. Donc on a besoin de croire pour être, quoi. Et dans le fond, quand on est, pourquoi ne pas croire, quoi?
Je vais finalement devenir de plus en plus religieux. Hein, c'est Mattei, la condamnation de Jean-François. 50% des couples aujourd'hui divorcent, plus ou moins tôt et plus ou moins dans une logique familiale. Je vois même dans ma pratique des choses que je ne voyais pas auparavant, où une femme arrive au 6e mois en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà parti. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, on a décidé ensemble de faire un enfant, et il n'a pas le temps d'attendre que l'enfant soit né pour s'en aller. Oui, mais là il y a quelque chose... Je m'excuse, dans ce débat sur le genre actuellement, il y a des choses qu'il faut quand même savoir, quoi. Moi, j'ai l'habitude, en consultation, pour les enfants de 5 ans, de demander toujours « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Alors, les garçons me répondent « Pompiers, tous. » Tous être pompiers, je ne sais pas pourquoi, ils veulent être pompiers. Enfin, je sais, la grande échelle. Bon, hein. Pompier, le gros camion rouge, il y a tout. Bon. Alors, pompier, GIGN, footballeur, d'accord. Les filles disent... C'est à Marseille, ça. Oh, oui, mais footballeur ou bientôt rugbyman, avec le crunch qui nous attend tout à l'heure à 18h. Mais j'ai peur qu'on perde contre les Anglais. Alors, donc, les filles répondent de quoi? Je vais être institutrice, enseignante, infirmière et maman. Si un gosse de 5 ans me dit je vais être papa à 5 ans, je le prends en psychothérapie. Parce qu'ils n'envisagent pas d'être... Une des caractéristiques incroyablement, fantastiquement puissantes chez les filles, c'est cette conscience d'être maman à un moment donné. Ce qui explique les jeux, ce qui explique le choix des jeux, etc. Et donc, l'idée très très particulière de filles et garçons, c'est aussi les études californiennes d'il y a longtemps qui ont montré que comment un garçon sait qu'il est un garçon et une fille sait qu'il est une fille. C'est pas le sexe civil, c'est pas le sexe chromosomique, c'est le petit garçon ou la petite fille qui part à la conquête de son sexe, qui découvre son sexe, qui en fait sa propriété. 18 mois chez les filles, 20 mois chez les petits garçons. Déjà 2 mois de retard hein, pour les garçons. Et on a là quelque chose qui est assez passionnant au niveau de l'égalité dans la différence. Bien sûr que dans cette théorie, dire qu'il faut respecter les filles, c'est le minimum syndical. De respecter les filles comme égalité et comme égales de toi. Mais en même temps, respecter les filles, c'est aussi les notions de galanterie, c'est aussi les notions de courtoisie, c'est aussi les notions de tendresse, c'est aussi les notions de tolérance, de supporter ce matamor qui n'est capable de rien et qui a besoin d'être un pauvre petit bébé dans tes bras lorsqu'il est un peu plus calme. Enfin, c'est quand même ça aussi la vie. C'est de faire de nos faiblesses des forces, à partir du moment où on s'échange dans l'altérité. Moi, je crois plutôt à ça. Je crois plutôt qu'on s'enrichit toujours de respecter l'autre dans sa différence. Et je trouve que égalité dans la différence, ça serait un beau slogan à ajouter au précepte de la République, égalité dans la différence. Surtout qu'en ce moment, au niveau politique, il y a vraiment beaucoup de remous à ce niveau, sur les différents ou les gens différents. Et je trouve que c'est un moment très très particulier de notre nation que de dire égalité dans la différence. Et je trouve que c'est un message intéressant à donner aux enfants. J'ai un journal... me demande un commentaire sur la vision des enfants, des adolescents et des adultes sur les élections municipales. J'ai été sidéré par le brio des enfants du primaire, un peu plus déçu par les adolescents qui sont consommateurs, et alors complètement effondré par les jeunes adultes, quoi. Pourquoi on perd autant de civisme? Pourquoi on perd autant de notions de citoyenneté, qui est des notions acquises au primaire et qui sans doute se dégradent après à l'adolescence à cause des doutes de soi-même. C'est vrai que l'adolescence, c'est comment puis-je me plaire pour plaire, hein. C'est la clé de l'adolescence. Et pour me plaire, il faut que je sois unique en étant conforme. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis unique, singulier et semblable à tous les autres. C'est quand même une période assez complexe pour eux. Et donc c'est là-dessus qu'il faut intervenir et agir. Je ne voudrais pas te psychanalyser, mais je t'ai interrogé sur le divorce et tu as parlé du genre. Le divorce, je crois qu'à une certaine époque, on stigmatisait les enfants du divorce. On a des études américaines, on disait que les enfants du divorce sont différents des autres. Le temps n'est pas très loin où je suivrai en psychothérapie un enfant dont les parents ne se sont pas séparés parce qu'il est singulier. Écoute, ça fait vraiment 15 ans que tes parents vivent ensemble, il faut que tu aies un soin. Tu es quand même trop singulier par rapport à la norme. Est-ce que tu souffres pas que tes parents soient toujours ensemble? C'est pas une boutade, c'est le fait que la séparation est une nouveauté, une conquête
sociétale au fait de pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre. Les enfants souffrent toujours. Je suis désolé d'être aussi classique ou père à la rigueur, mais les enfants souffrent toujours d'une séparation. L'autre jour, je voyais un couple très sympa, un couple de trentenaires. Tu sais qu'un couple de trentenaires a 70% de chances de ne plus être ensemble au bout de 3 ans. Donc les 50%, c'est génial. Là, on est à 70%. Donc ils viennent me voir avec leurs 2 enfants, 3 ans et 5 ans. Ils me disent, voilà, on va se séparer, monsieur. On leur en a pas parlé, ils sont là, les enfants, hein, devant moi. Et on ne voudrait pas qu'ils souffrent. Alors je dis, ben, vous reviendrez me voir quand ils souffriront, je les vire. Et puis après, je m'inquiète. Je dis, purée, j'étais un peu raide quand même. Tu les rappelles? Je les rappelle, oui. Je les rappelle. Et ils sont partis. Et ma secrétaire amie me dit, allez, grouille-toi, tu as 1 heure de retard, ne casse pas les pieds avec tes consultations rapides. Au contraire, ça m'arrange, tu as gagné du temps. Et je dis, non, mais alors je sors, je dis, purée, t'es ma secrétaire, c'est moi le pédopsychiatre. Si je veux voir quelqu'un, elle me dit, mais pourquoi tu veux les voir? Parce que ces gens, je les ai maltraités. Ils m'ont dit, non, ils ont pris rendez-vous, ils ont trouvé que tu n'étais pas en forme. Donc, le divorce est inscrit dans nos mœurs. Et tiens, rôle des grands-parents, essentiel dans cette histoire. Ils continuent une pérennité de la famille, les grands-parents, en assurant un couple qui a tenu bon et une histoire de la famille, le socle de la famille, avec une condition, c'est qu'ils ne prennent pas parti. Après l'ONU, qu'ils soient suisses, quoi, qu'ils soient neutres. Et qu'ils ne prennent pas parti pour le salopard qui a invalidé leur fille ou la salope qui a quitté leur adorable petit garçon. Donc il faut faire attention à ça. C'est un débat incroyable. Une dernière dispute que j'ai eue avec Françoise Dolto, qu'au demeurant j'admire et que je continue d'admirer. Elle écrit un dernier bouquin. Ce dernier bouquin, c'est le sujet dont tu parles, c'est quand les parents se séparent. Elle écrit avec une amie à moi, Inès Angelino. Et quand tu écris un bouquin avec Angelino, il est angélique, on est d'accord. Et donc, dans le bouquin, Françoise Dolto dit, quand vous vous séparez, il faut dire que vous êtes aimé. D'abord, c'est pas sûr. Bon, et puis que vous resterez toujours leurs parents et que vous serez toujours à leur disposition. Alors elle m'appelle et je dis non, c'est pas comme ça. T'es un fumier, une salope. C'est ça le divorce. Elle me dit non, puis c'est pas vrai ce que vous dites alors. Et elle m'écrit un petit mot, venez vite vous disputer encore avec moi, je suis très fatigué. Elle le signe avec la marguerite là sur Françoise et elle meurt 15 jours après, j'ai pas pu me disputer. Le problème du divorce, c'est que les parents sont assez peu attentifs, malgré ceux qui croient, à ce que sont leurs enfants. Autre chose dans le divorce, j'ai écrit il y a quelques années des énormes bêtises sur la garde alternée, à laquelle j'étais très opposé. En voyant des adolescents qui ont bénéficié de ça, je me suis rendu compte justement de ce que je viens de dire à l'instant. Les enfants, lorsqu'ils voient leur père et leur mère de manière alternée, lorsque c'est possible, il faut être intelligent, plus être amoureux et riche. 3 conditions sine qua non. Bon. Ce qui n'est pas toujours obtenu dans les couples. Intelligent, riche et plus amoureux. Qui n'est pas un amoureux qui reste ou une amoureuse qui reste. Les enfants, ils font quoi? Ils ont comme ça le temps de s'apercevoir que leurs parents se sont séparés. En rêvant toujours qu'ils se remettent ensemble, ils s'entendent tellement bien. Et ce temps donné aux enfants de la garde alternée est un temps très favorable quand on peut pour qu'ils fassent le deuil de la famille qu'ils ont perdue, parce que c'est toujours un effort et c'est toujours une difficulté. Marcel Ruffo, on arrive au terme on n'a pas senti passer l'heure et j'ai monopolisé la parole. Je ne vais pas la donner parce qu'on ne peut pas bien circuler dans la salle. J'ai une question qu'on peut poser à quelqu'un comme toi. Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Tu l'as. Que ferais-tu pour améliorer un tout petit peu comme notre société va? Mais moi, je reprendrai un terme de Malraux qui disait « Les Français sont des Italiens tristes. Je voudrais que les Français deviennent Italiens. » On reprend dans 5 minutes avec Jean-Louis Mandel pour nous parler de dépression et art pendant une dizaine de minutes avant la prochaine session. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.